Bienvenue à tous, il est 19 heures. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 heures. C'est le premier lundi des entrepreneurs normands. J'ouvre donc le bal de toute une série auquel vous allez pouvoir assister. Vous savez d'où ce rendez-vous vient? Il vient de l'annulation et du report de l'Université des entrepreneurs normands avec l'équipe de Nicolas Lizard. Ils ont tenu jusqu'au bout, jusqu'à 48 heures du but, vais-je dire, jusqu'au moment où le deuxième confinement est arrivé. Ce fut d'abord une déception pour l'équipe, bien sûr, car elle avait préparé un plateau exceptionnel sur un thème magnifique, mais elle ne se décourage pas pour autant, elle repart pour un tour pour les 12 mois à venir avec de nouvelles ambitions, avec de nouveaux projets, avec également peut-être un nouveau casting, ils verront bien. Dans l'intervalle, eh bien, l'Université des entrepreneurs normands s'est dit, c'est dommage, on avait un certain nombre d'ateliers qui étaient prévus pour les entrepreneurs et pourquoi ne pas finalement fixer ces rendez-vous au fur et à mesure. Voici le premier. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler précisément de votre quotidien, de vos habitudes sur le net. C'est-à-dire que avec le premier confinement, dans les jours qui ont suivi, vous avez basculé massivement, tous avec vos collaborateurs, vous avez massivement basculé sur les réunions en ligne. Un peu plus tard, vous vous êtes dit, et si nous faisions des webinaires clients? Mais vous vous êtes vite aperçu que dans l'un comme dans l'autre cas, ce n'était pas aisé, ce n'était pas facile. On ne pouvait pas se mouvoir dans ces espaces avec la même plénitude que dans les réunions présentielles que vous organisiez et que vous saviez très bien animer. Alors, qu'est-ce qui change et comment récupérer l'efficacité de vos réunions lorsque vous êtes en ligne? Voilà la question. C'est exactement le problème que nous allons traiter maintenant. Oui, c'est vrai, l'espace du net n'est pas du tout un espace présentiel. Il y a quelques jours, je me suis dit, allons voir sur Internet s'il est possible d'avoir des programmes pour maigrir. J'en ai trouvé un et la première question qu'on m'a posée était la suivante: acceptez-vous les cookies? Voyez-vous, on n'est décidément pas fait pour s'entendre lorsqu'on travaille sur Internet. S'agissant de vos réunions, qu'est-ce qui change? J'aimerais tout d'abord vous le faire comprendre. Nous sommes fin novembre, nous sommes en Normandie, quelque part, et vous avez décidé, à la faveur d'une éclaircie dans le deuxième confinement, d'aller au cinéma. J'imagine que vous êtes célibataire, vous entrez dans la salle, il pleuvait un peu dehors, et lorsque vous êtes installé, vous enlevez votre trench coat, vous le déposez sur le siège qui est devant vous, et sur votre gauche, au moment où vous vous installez, arrive une jeune et belle personne. Je dis bien une jeune et belle personne, cela peut être une dame, cela peut être un jeune homme. En tous les cas, votre regard est attiré. Vous continuez à vous installer, votre regard repart sur la gauche, et puis vous croisez vos regards, puis ensuite deux sourires, et Victor Hugo a ce très beau mot, deux sourires font souvent un baiser. Vous n'en avez pas le temps, la séance démarre, et un peu plus tard, vous vous dites oh, c'est quand même dommage. Une fois le film terminé, vous accostez la personne, faites quelques pas avec elle, vous échangez quelques mots, quelques instants encore et vous vous retrouvez en train de prendre un apéritif dans un café ouvert. J'ai bien dit, c'était la fin du déconfinement. Que s'est-il passé sur cette séquence? Vous allez me dire, rien que du body language, oh non, c'est bien plus que ça, et vous le sentez, vous le ressentez. Non, nous avons en nous un alphabet extrêmement sophistiqué, qui fait d'ailleurs qu'au moment où vous avez, dans cette séquence-là, échangé les premiers mots, franchement, ils étaient presque attendus, en tous les cas, ils n'étaient presque pas surprenants. Tant l'alphabet que vous avez en vous est connu, vous le pratiquez, vous savez absolument tout décrypter. Imaginons à présent que vous soyez dans une réunion en ligne, il y a déjà 10 personnes qui sont présentes, jusqu'au moment où une 11e est attendue, elle se présente, son visage est amène, elle vous plaît, comment allez-vous pouvoir lui dire, enfin, ou lui montrer? Assurément pas en la regardant. Vous aurez beau la regarder, et franchement, elle n'en saura rien. Inversement d'ailleurs, la réciproque est vraie aussi. Vous ne saurez pas si la personne vous regarde. Alors vous aurez deux possibilités. La première, c'est de faire un compliment un peu plus appuyé à cette nouvelle personne qui est entrée dans la réunion. Attention, ne soyez pas trop lourd. Tout va dépendre ici de la dose, car sinon, cette lourdeur sera contre-productive. Deuxième possibilité,
vous irez sur le chat. Et sur le chat, évidemment, vous aurez à ce moment-là un autre média qui est le média écrit. Et vous voyez que les codes changent. Qu'avons-nous perdu lorsque nous arrivons dans des travaux en ligne? En réalité, tout va tenir dans un mot, le mot écran. Et lorsque vous avez basculé en mars, massivement dans vos réunions en ligne, dans vos webinaires en ligne, vous vous êtes inquiété uniquement de la deuxième acception du mot écran, c'est ce qui montre. Mais vous avez oublié la première, c'est ce qu'il cache. Faisons d'abord l'inventaire de ce qui est caché. Eh bien, dans l'histoire que je viens de vous raconter, vous vous rendez bien compte que on nous cache énormément lorsque nous sommes sur écran. Il nous montre quoi? Deuxième acception, il nous montre quoi? Il nous montre, il nous montre d'abord tout un espace visuel que vous ne voulez pas voir. Reportez-vous à l'écran que vous avez à votre bureau ou bien celui sur lequel vous travaillez à votre domicile. Regardez exactement ce que vous voyez. À peu près pour 50 à 60% de ce que vous voyez, vous ne voulez pas le voir. C'est tout ce qu'il y a autour de votre écran. Et ça peut être votre cuisine, votre salon, que sais-je. Ça peut être aussi le mur de votre bureau. Tout cela, vous l'avez dans votre esprit, mais vous ne voulez pas le voir. Et pour ne pas le voir, il va falloir vous concentrer. Deuxième chose, c'est que sur votre écran, il y a des choses que vous ne voulez pas voir et d'autres sur lesquelles vous voulez vous concentrer. Finalement, si vous avez un écran qui est réparti en mosaïque, les images que vous allez voir ne sont pas plus grandes que des paquets de cigarettes ou pas plus grandes que des boîtes d'allumettes. C'est très petit. Et l'image sur laquelle vous allez vous concentrer est une image ridicule. Tout le reste, vous ne voulez pas voir. Et donc, vous comprenez, on commence à comprendre qu'il va falloir énormément d'efforts et pendant très longtemps pour pouvoir se concentrer sur une image. Nous perdons énormément. Nous perdons un langage individuel, celui que nous avons deux à deux, mais nous perdons également un langage que nous avons vis-à-vis de tout un groupe, que nous sentons très bien lorsque nous l'animons dans une salle physique. En revanche, lorsque nous sommes en virtuel, nous sommes un peu perdus. La question devient la suivante: comment récupérer ce que l'écran nous cache? C'est ça la question. Mais étant donné la précipitation dans laquelle vous êtes parti sur votre écran et dans laquelle vous avez commencé à travailler, vous ne vous êtes pas inquiété de tout cela. Vous êtes seulement inquiété des images et vous avez vu que c'était fatigant, que c'était long. Finalement, comment récupérer? Eh bien, voici. Voyez-vous, pour pouvoir récupérer ce que nous avons perdu, il va falloir travailler sur plusieurs tableaux. Il va falloir travailler exactement sur 4 chapitres: l'image, le son, le verbe et le tempo. Voilà les 4 chapitres que nous allons voir ce soir. Tous sont véritablement importants pour réussir vos travaux en ligne, c'est-à-dire des travaux qui seront professionnels, des travaux qui vont marquer la différence, des travaux qui vont vous permettre de montrer dans la forme un professionnalisme que vous avez dans le secteur dans lequel vous exercez. Commençons, si vous le voulez bien, par l'image. L'image, c'est très, très important. De quoi s'agit-il? L'image, en réalité, c'est un mot en français. C'est une représentation. Et la représentation est un très joli mot. Il dit simplement que vous n'êtes pas là. On représente quelqu'un qui n'est pas là. L'image ou la représentation, c'est un assemblage numérique de contours, de couleurs, de contrastes, de lumière, c'est tout. Autrement dit, il ne faut pas se leurrer. Ce que vous avez en face de vous, l'image que vous avez en face de vous, n'est qu'une représentation de l'autre. C'est tout ce qu'il peut offrir. À l'inverse, si vous êtes numéro 1, si vous êtes manager, si vous êtes dirigeant, et si c'est vous qui animez la réunion, précisément, n'oubliez pas que l'autre, votre collaborateur, votre client, votre prospect, à l'autre bout de cette technologie, n'aura que votre image pour se concentrer et pour porter son attention. Donc c'est là-dessus où nous allons travailler. Regardez l'image que je vous présente. Vous avez 2 choses. En avant-plan, vous avez un sujet, en arrière-plan, vous avez un décor. Sujet. Voyez-vous, sur le sujet, la première chose, vous avez déjà vu dans les réunions, et à plusieurs reprises, de ces personnes qui étaient présentes,
mais dont on ne devinait même pas le visage tant elles étaient mal éclairées. La première chose qu'il va falloir faire pour votre représentation, pour votre image, c'est vous éclairer. Comment éclaire-t-on la personne qui se trouve ainsi devant sa caméra? Eh bien, vraiment, en mettant simplement une lampe de bureau à côté de votre écran, première possibilité. Si vraiment vous voulez investir massivement, je vous propose 18 euros chez Leroy Merlin ou chez Castorama, et là, vous aurez une lampe que vous allez clipper sur votre bureau et qui est une lampe LED que vous allez même pouvoir régler. Vous allez pouvoir en régler les tonalités, la couleur, la chaleur de la lumière, mais également la puissance. Vous voyez que éclairer est assez facile. En revanche, méfiez-vous, je vous en prie, des contre-jours. Souvent, nous avons au moins une ou deux personnes dans une réunion qui a une fenêtre derrière elle. Et voilà pourquoi la caméra, qui est un outil, c'est un robot, est en train d'analyser la puissance de lumière qui est là et elle dit mais j'ai beaucoup trop de lumière, donc je ferme, j'obture. Et voilà pourquoi le visage est très sombre, on n'en voit même pas la couleur des yeux. Comment voulez-vous qu'à l'autre bout de cette machinerie, de cette tuyauterie, la personne à qui vous demandez une attention puisse avoir une attention soutenue? Première règle, éclairez-vous. Évitez les contre-jours. Deuxième règle. La deuxième règle, c'est le cadrage. On ne vous l'a jamais appris, bien sûr, mais vous avez vu comme moi des personnes qui étaient cadrées comme ceci. Alors c'est très désagréable quand on ne voit pas les yeux. Généralement, ce n'est pas le cas. Vous avez un cadrage comme ceci. On ne voit pas le front, on voit encore les yeux, c'est tout juste. Franchement, c'est vraiment désobligeant d'avoir un cadrage comme cela. De nouveau, posez-vous la question, si pour l'autre, comment voulez-vous qu'il se concentre pendant 1 heure ou pendant 90 minutes sur une image qui est désagréable? Donc, je vous en prie, comment fait-on un cadrage? Parce que vous avez les autres qui sont comme ceci, vous avez l'impression qu'ils sont tombés dans un trou, tombés dans une tranchée, et ça, vous l'avez vu, mais tout le monde l'a vu. C'est impressionnant, et ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas du tout. Non, un cadrage se fait de la façon suivante. Regardez la distance qu'il y a entre le haut de ma tête et le haut du cadre. Eh bien, cet espace ici est très faible. C'est ça un bon cadrage. Donc vous voyez que déjà, je suis en train de rectifier deux choses, l'éclairage et en deuxième point, le cadrage. Troisième point, nous avons la lumière. Pardon, nous avons le regard. Je regarde quoi? Je regarde les vignettes qui sont au-dessus des personnes qui participent à la réunion, ou bien je regarde ma caméra. Vous allez dire c'est beaucoup plus facile de regarder les vignettes, et nous avons tous tendance à regarder les vignettes. Mais regardez aussi, si pendant toute cette conférence, je me regardais, voilà ce que ça donnerait pour vous comme image. Est-ce une image qui vous est agréable? Ben, je n'en suis pas sûr du tout, voyez-vous. Je crois qu'à un moment donné, vous diriez, mais il ne me parle pas. Deuxième possibilité, je regarde la caméra. Dans ce cas-là, je suis frustré parce que vous avez l'impression, je dis bien c'est une impression, que je vous regarde, en réalité, vous le savez très bien, je ne regarde rien d'autre qu'un œilleton noir, minéral et sans vie, et il n'y a rien de plus difficile, de plus inhumain pendant 1 heure et demie, de parler à ce machin qui est tout sauf humain. Oui, mais c'est à ce prix-là que vous allez donner vie à la représentation que vous offrez à l'autre. Et vous voyez que dans tout mon propos, c'est l'autre qui compte, ce n'est pas nous. C'est l'autre dont j'appelle la concentration, dont je sollicite l'attention pendant une longue durée. Il va falloir que j'aide cette concentration et que j'aide cette attention. Et je vais le faire avec trois choses: cadrage, éclairage, regard caméra. Vous allez me dire, mais oui, je veux bien, mais enfin quand même, il y a quelque chose. C'est si déjà j'ai très peu de, allez, on va dire de body language, mais c'est beaucoup plus que ça. Et si en plus je ne regarde pas les toutes petites vignettes, même grandes comme de boîtes d'allumettes qui sont devant mon écran, comment vais-je être moi-même averti de la lassitude du groupe, d'une question qui est éventuellement posée? Et vous avez tout à fait raison. Alors voici, il y aura toujours un frustré dans l'histoire et vous ne pouvez plus, avec les techniques numériques que nous avons, cumuler les deux fonctions, cumuler les deux avantages. Il va falloir vous séparer de l'un ou de l'autre, mais vous ne pourrez pas garder les deux. C'est exclusif. Alors voici le propos ou plutôt la proposition que je vous fais. Conservez votre regard caméra de bout en bout. Parlez aux autres. C'est à cette seule condition que
votre présence sera intense de l'autre côté, qu'elle sera portée de l'autre côté, et que de l'autre côté, on aura, je ne vais même pas dire envie, mais enfin, que l'attention et la concentration seront soutenues et encouragées. En revanche, dans vos réunions, nommez un maître du chat. Qu'est-ce qu'un maître du chat? Eh bien, c'est la personne que vous allez nommer, qui est chargée de regarder le chat en permanence, et vous prévenez dès le début de la réunion que le chat est ouvert à toutes les questions, quel que soit le moment, ouvert à toutes les réflexions, à toutes les objections, et que vous interrogerez systématiquement et fréquemment le maître du chat pour savoir ce qui est dit, ce qui est contredit, ce qui est questionné sur le chat. Et vous voyez que là, dès le début de la réunion, il y a donc une interaction qui est possible, qui est même souhaitable, et vous dites également au maître du chat qu'il peut vous interrompre dès lors qu'il juge utile, nécessaire, urgent de pouvoir répondre à une question très pertinente qui vient d'être posée. Deuxième partie de l'image, c'est le fond d'écran. Alors, tout à l'heure, je vous ai mis le fond d'écran naturel. Fond d'écran naturel, le voici. Tout le monde n'a pas un fond d'écran qui a été calculé précisément pour ces réunions visio. Vous avez la possibilité, sur certaines plateformes, de passer en fond virtuel. C'est celui que j'avais à l'instant, le voici. Analysons-le si vous le voulez bien. Non, ce n'était pas celui-ci, c'était celui-ci. Analysons-le si vous le voulez bien. Regardez. D'un côté, je vous dis bien qu'il s'agit maintenant d'une réunion professionnelle. Vous êtes avec un cabinet de consulting. Le logo est indiqué. C'est une réunion de nature professionnelle. Le décor derrière moi vous dit également que nous sommes dans le chapitre de l'image. Ceci va structurer votre attention. La photo qui est derrière moi rappelle ce qui est écrit. Vous avez grosso modo ce que vous pouvez deviner être une régie télé. Et regardez comment la photo est construite. Elle est construite sur un double contraste. La photo est floue, alors que le sujet en avant-plan est net. Vous recréez ainsi de façon très artificielle une profondeur de champ, ce qui est toujours agréable pour l'œil. Et deuxièmement, vous avez une photo qui est plutôt sombre, elle a été volontairement assombrie, tandis que le sujet en avant-plan est éclairé. Comment construit-on ainsi un fond d'écran qui est structuré en fonction de ce que l'on dit? Et c'est ça qui est intéressant. Vous faire croire que je suis à San Francisco, c'est pour les adolescents. Pour les réunions qui sont les réunions professionnelles, mieux vaut en permanence structurer l'attention de celles et ceux qui sont avec vous, de façon à ce qu'au final, ils puissent très bien suivre votre propos. Eh bien, vous prenez un PowerPoint, vous dessinez votre planche, vous mettez le logo de votre entreprise. Vous mettez également la photo que vous voulez ou bien même un fond uni. Choisissez-le plutôt sombre. Vous ajoutez un titre, attention. Les titres doivent être écrits en très grand. Ici, le format que vous avez, c'est un format en police 40. Pour que vous voyez que c'est très très grand pour que vous puissiez bien lire la chose. Et ensuite, vous assombrissez la photo, vous la floutez également. Et enfin, si vous travaillez sur PC, vous exportez ce montage sur votre bureau, vous avez une fonction export. Et si vous travaillez sur Mac, vous avez une fonction saisie d'écran qui vous permet de déposer en format JPEG ce que vous aviez mis sur votre planche PowerPoint. Ensuite, selon évidemment la plateforme sur laquelle vous allez travailler, il vous suffira de faire monter cette planche dans la bibliothèque des décors virtuels. Mais vous voyez que cela peut devenir intéressant. Alors, toute dernière chose, vous allez me dire, oui, mais il y a un truc qui me gêne. Précisément, c'est que le découpage n'est pas très net et vous avez tout à fait raison. Du coup, comment faire avec cela? Je dirais, pour soulager l'attention, c'est toujours l'autre qui est important, eh bien, vous pouvez, une fois que vous avez mis votre fond d'écran virtuel et qu'il a parlé suffisamment, revenez à votre fond d'écran naturel et qui, lui, va être beaucoup plus agréable pour les yeux car il n'y a plus comment dire, ce flou, ce halo qui va accompagner tous les gestes. Mais lorsque vous devez repartir vers un chapitre suivant, eh bien, repartez à ce moment-là avec un fond virtuel qui dira le deuxième chapitre. Nous nous sommes inquiétés d'un mot, le mot écran.
Nous avons dit, il cache beaucoup, il montre peu. Comment est-il possible de revitaminer un management? Comment est-il possible de revitaminer une présence dès lors que l'on travaille sur écran? Nous avons dit, il y a 4 leviers et nous venons de voir le premier, c'est l'image. À propos de l'image, sur le sujet, nous avons dit cadrer bien, éclairer, regarder la caméra et nommer un maître du chat. Et sur l'arrière-plan, travailler avec des photos dans le flou, structurer bien les propos, aider l'autre à bien se concentrer et avoir son attention attirée, flouter votre image, assombrissez-la, travaillez en double contraste. Deuxième chapitre, le son. Je dis bien le son et pas le verbe, le son. Vous vous en êtes aperçu. Le son sur Internet fatigue. C'est la grande leçon qu'il faut retenir. Tous les sons fatiguent. Alors comment faire? D'abord, on élimine les sons inutiles. Ça, vos collaborateurs, l'ensemble des participants dans les réunions sont désormais habitués à couper leur micro lorsqu'ils n'ont pas la parole ou lorsqu'ils n'ont pas à la prendre. Et ça, c'est intéressant, ce sont autant de sons parasites qui vont être éliminés. Deuxième chose, restent les sons utiles, la voix, la musique, des vidéos. Comment fait-on avec cela? Un mot, économiser et injecter du silence. Ah, ce fameux silence dont on vous a dit dans toutes vos formations, en prise de parole, c'est important. Il devient essentiel, il devient fondamental sur Internet. Regardez, 2 petites choses, 2 suggestions que je fais. La première, c'est lorsque vous animez la réunion, vous avez 2 ou 3 idées centrales sur lesquelles vous allez travailler. Première idée, lorsque vous arrivez sur votre première idée, ralentissez de façon volontaire votre débit à ce moment-là, pendant 30 secondes ou pendant 45 secondes, rien que pour mettre l'autre dans un confort maximum au moment où vous partagez cette idée. Ralentir le débit. Et puis ensuite, vous repartez sur votre discours habituel, votre vélocité habituelle qui vous est familière et qui ne vous demande aucun effort. Mais cette présence d'esprit tournée vers l'autre au moment où vous allez partager cette première idée est intéressante pour l'autre. Et chaque fois que vous aurez une idée nouvelle, pensez à ralentir, à la limite surligner en jaune ce passage-là. Je vais ralentir, même de façon inconfortable pour moi, mais j'ajouterai à ce moment-là finalement quelques silences pour le confort de la compréhension. Deuxième suggestion, ajoutez carrément des zones de silence inhabituelles de façon à laisser résonner les mots, laisser résonner l'idée que vous partagez. J'installe une zone de silence, juste pour que les mots puissent résonner, que vous puissiez bien faire percoler la signification qu'ensemble ils vous demandent. Et vous voyez que ça devient plus agréable. Et juste après, on repart encore une fois avec une vélocité naturelle. On n'y est pas habitué à cela. Et pourtant, ce sont des choses très très simples. Injecter du silence, ralentir le débit. Il y a une troisième chose, dernière chose. Bien sûr que les réunions sont interactives, que dans une réunion, vous avez 10, 20, 30 personnes et que certaines vont prendre la parole, il y aura des questions-réponses, il y aura des interjections, il y aura des objections parfois. Parfait. Comment fait-on pour éviter les longueurs? Eh bien, personnellement, voici comment je fais et je vous assure que ça marche. Je chronomètre et je l'annonce dès le début de la réunion. C'est-à-dire que je dis ceci. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette réunion et je vous remercie d'être présents. Voici le thème de la réunion et voici son objectif. Tout au long de la réunion, il y aura des moments où je vous donnerai la parole et vous pourrez la saisir. Simplement, sachez que ces moments seront chronométrés. Ils seront chronométrés, vous aurez 120 secondes pour exprimer votre avis, votre opinion, pour poser votre question et ensuite nous y répondrons. Et lorsque nous sommes sur ces moments-là, eh bien vous déclenchez votre chrono et vous le montrez. La première personne sera un peu tendue et tout le monde va se demander est-ce qu'en 120 secondes on peut exprimer une opinion dans sa totalité?
Franchement, en 1 minute 53, la première personne y parvient. La deuxième personne se lance avec un peu plus d'aplomb, un peu plus de confiance, et effectivement, en 1 minute 33, elle parvient à tout dire. Et le groupe commence à se rendre compte qu'effectivement, on peut chronométrer et que 120 secondes, c'est une distance tout à fait acceptable. Au bout de 2 ou 3 chronos visuellement donnés, déclenchez toujours votre chrono et ne le montrez plus. Et vous allez voir que tout le monde va respecter les temps, jusqu'au moment où il y aura bien une personne qui arrivera à 1 minute 55. À ce moment-là, vous remontrerez votre chrono et tout le monde verra l'infraction, y compris la personne. Vous n'aurez pas besoin d'être gendarme. La personne dira: oh mon Dieu, je suis au-delà de la limite du temps, je m'arrête maintenant. Que s'est-il passé? Est-ce que tout le monde, comment dire, est-ce que tout le monde parle plus vite? Pas du tout. Est-ce que tout le monde se censure? Pas du tout. C'est que voyez-vous, quand vous dites je vais actionner mon chrono, à un moment donné, et peut-être pour la première fois de leur vie, certaines personnes commencent à se dire il vaut mieux que je discipline ma pensée. Qu'est-ce que je veux partager avec celles et ceux qui sont dans cette réunion? Cet effort-là est rarement fait. Mais ici, comme vous avez dit, d'un coup, je vais chronométrer, eh bien, d'un coup, elles se disent, mon Dieu, il faut que je me discipline. Et elles ne partent plus sur des chemins de traverse, elles ne partent plus sur des idées secondaires, elles ne sont plus assujetties aux débridés de leurs pensées. Elles restent focalisées sur ce qu'elles ont à dire, et quand elles ont fini de le dire, elles s'arrêtent, et c'est un bonheur pour chacun. Testez-le, vous verrez, c'est vraiment agréable. Au début, encore une fois, je dis bien une petite tension, mais au total, on évite ce à quoi tous nous avons été confrontés, c'est-à-dire ces moments insupportables où une personne prend la parole et sous couvert de poser une question, dit d'abord un avis auquel personne ne comprend rien du tout, mais comme on est poli et comme on est bien éduqué, ben, tout le monde patiente. Et puis au bout de quelques minutes quand même, il en est un pour dire, et finalement ta question c'était quoi? Et même la question n'a pas beaucoup de sens à ce moment-là. Vous l'avez vécu, cela aussi. Nous nous sommes interrogés comment récupérer sur écran ce qu'un écran nous cache. Et nous avons dit, nous pouvons d'abord récupérer beaucoup avec l'image. L'image va permettre à l'autre de focaliser sa concentration et son attention, à condition que l'image soit cadrée, qu'elle soit éclairée, que le regard soit caméra, à condition aussi que l'on ait travaillé les fonds d'écran si on le souhaite. Deuxièmement, les sons. Et sur les sons, nous avons dit, il y a une chose, une règle à retenir, c'est que tous les sons fatiguent. On élimine d'abord les sons inutiles, et s'agissant des sons utiles, nous allons les économiser. Les économiser en chronométrant. On accorde la parole, mais sur un temps déterminé. Deuxièmement, on va injecter des silences, travailler avec des silences, et également travailler avec des débits qui sont parfois inhabituels, je les ralentis au profit d'une idée que je partage, et puis ensuite je redémarre avec la vélocité qui est la mienne et mon débit familier. Troisième grand chapitre. Vous voyez, nous avançons quand même. Troisième grand chapitre. Le troisième grand chapitre, c'est le verbe. Ah, comment s'exprime-t-on sur un écran? Y a-t-il une façon particulière de parler? Oh, en réalité, elle n'est pas bien éloignée de la façon habituelle dont nous parlons. Mais ici, toutes les imperfections sont visibles et vont lasser. Voilà pourquoi il faut une discipline et il faut une attention à la façon dont nous parlons. Pour bien comprendre, il faut que vous sachiez que la rhétorique n'a pas d'histoire, mais elle a une origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'agissant de cette discipline, dans l'histoire des hommes, c'est tout à fait spectaculaire, inédit et exemplaire. Tout a été mis au point par une poignée d'hommes à un moment donné, à un lieu donné, d'un coup. Je ne peux pas vous dire que l'épiphore a été inventé en 743 par un tel à partir du moment où il s'est réveillé dans sa baignoire en criant Eureka. Je ne peux pas vous dire que l'analogie est née en 1452 par un tel à la suite de telle et telle recherche. Ce n'est pas vrai. Toutes les figures que nous connaissons en français, les figures de rhétorique, et il y en a 544, ont été mises au point à Athènes et à Rome, d'un coup, d'un bloc. Et ensuite, on a tenté d'appliquer. Et ces mêmes figures, on les retrouve en anglais,
on les retrouve en italien, on les retrouve en allemand, en espagnol, on les retrouve dans toutes les langues qui ont eu une influence latine. Donc, je suis désolé de le dire, mais rien ne vient de Washington ou de Londres. Tout vient d'Athènes et de Rome et nous en sommes les héritiers. Voici la conséquence. La conséquence, c'est que les meilleurs professeurs sur l'art de parler restent les professeurs de l'Antiquité. Certes, il y en a eu d'autres après, ils ont été leurs élèves. Alors on pourrait prendre comme professeur Quintilien, grand professeur d'art oratoire. Il a écrit 12 livres là-dessus, extraordinaires. On pourrait prendre Démosthène, grand orateur à Athènes. J'ai choisi Cicéron. Tout simplement parce que son écrit est assez facile, qu'il tient en une phrase, que c'est une méthodologie et je vais vous demander de l'appliquer jusqu'à la fin de votre vie. Donc la question est, comment parle-t-on sur un écran? Réponse de Cicéron, je vous raconte l'histoire. Je vous donne la méthodologie, nous allons voir le texte initial et ensuite nous appliquons. L'histoire. Ce jour-là, nous sommes en 55 avant Jésus-Christ. Cicéron va à la boîte aux lettres, je romance à peine, mais l'histoire est vraie. Une fois arrivé à la boîte aux lettres, il y a une lettre qui l'attend, elle est signée d'un certain Brutus, il a 17 ans. Monsieur, je me destine à la profession d'avocat. Vous qui parlez si bien, pourriez-vous me dire qui dans le monde d'aujourd'hui parle le mieux? J'aimerais suivre son écolage. Cicéron va être troublé par cette lettre, il va prendre le temps d'y répondre, et il va y répondre par une lettre de 80 pages. Que j'aimerais aujourd'hui que l'on réponde, que l'on me réponde par une lettre de 80 pages, et non pas par un SMS lol. Lettre de 80 pages que vous trouvez à la FNAC, 3,50 € sous le titre De Oratore. Que nous dit-il de si exceptionnel dans cette lettre-là, de si 21e siècle? Je le partage avec vous. Voici ce qu'il dit. Personne n'a jamais atteint la perfection en matière d'éloquence, parce qu'apprendre à penser et apprendre à parler sont deux disciplines distinctes. On ne va pas chercher auprès des mêmes maîtres la science des idées et la science des mots. On ne va pas chercher auprès des mêmes maîtres la science des idées et la science des mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Je me mets à la place de Cicéron. Tu es entrepreneur? Bien. Tu fais partie de l'Université des entrepreneurs normands? Parfait. Tu veux prendre la parole, et notamment prendre la parole sur écran, à travers un webinaire, à travers une réunion? Parfait. Sache que dans la préparation de ta réunion, tu auras deux temps importants. Le premier, c'est le temps des idées. Le deuxième, c'est le temps des mots. Ce n'est pas comme ça que tu fais. Chaque fois que tu as quelque chose d'important à dire, tu vas sur ton écran, tu arrêtes cette folie. Voici comment tu vas faire, toi, entrepreneur normand, dit Cicéron. Tu vas tout d'abord te lever. Tu vas te lever, tu vas mettre les mains en poche et tu vas t'exprimer à voix haute et tu vas t'interroger. Qu'est-ce que je veux qu'il retienne et répète quand j'aurai fini de parler? Qu'est-ce que je veux qu'il retienne et répète quand j'aurai fini de parler dans cette réunion? Je veux qu'il retienne et répète, donne à voix haute la réponse à cette question-là, à voix haute, ne note rien pour l'instant. En réalité, en répondant à cette question générale, eh bien, tu vas avoir tes idées, les unes après les autres, elles vont tomber. Faisons l'exercice. Qu'est-ce que je veux qu'il retienne et répète quand j'aurai fini de parler? 4 points. Travaillez votre image. Économisez les sons. Parlez en phrase principale. Vous voyez que tout ce que je suis en train de vous dire, mais tient en très peu de mots. Ça, c'est de l'ordre des idées. Si les idées ne sont pas claires, si les idées ne sont pas brillantes, en ce sens qu'elles sont visibles de loin parce qu'elles tiennent en un mot ou en une phrase simple, on n'a pas commencé le travail. N'allez pas devant vos écrans en train d'écrire, ça ne sert à rien, on va au carton, ce sera l'accident. Non, il va falloir préciser et préciser encore quelle est votre idée ou quelles sont vos idées. C'est ça qui est important. Et vous voyez que ça peut prendre du temps. Le conseil de Cicéron, c'est d'ailleurs de travailler à deux, avec une personne de confiance.
dans le huis clos de votre bureau, par exemple, ou d'une salle de réunion, vous allez dire, mais toujours en étant debout et en parlant à voix haute. Et s'il retenait, n'oubliez pas, s'il retenait ceci, est-ce que ce serait bien ça l'idée? Ou bien ceci l'idée? Ou encore ceci l'idée? Voilà la chose. Ça, c'est vraiment fondamental. Une fois que vous avez vos idées, alors seulement on va pouvoir s'inquiéter des mots. Et comme vous êtes un professionnel, comme sur chacune de vos idées, vous en avez sous le pied, rien que comme cela, vous pouvez déjà aller au-devant de votre réunion et de la façon la plus simple pouvoir venir dire bonjour à tous, je dois partager 3 choses avec vous aujourd'hui. 3 choses, c'est-à-dire 3 idées. Et comme c'est très clair dans votre esprit, normalement, vous allez pouvoir les développer de façon la plus simple possible. Vous voyez que on ne cherche pas midi à 14 heures, on cherche surtout le fondamental. On cherche surtout ce qu'il y a de plus essentiel, la qualité des idées, ce à quoi tous les matériels que nous avons aujourd'hui, smartphones, tablettes, ordinateurs, ne nous invitent pas à faire. Travaillez vos idées. Ça, c'est la injonction de Cicéron. Vous avez vos idées? Combien d'idées? Ah, ça, la réponse est la suivante. Et ce n'est pas une réponse de Normand du tout. La voici, elle est très belle, cette réponse. Moins vous en direz, mieux vous le direz. C'est une réponse magnifique. Moins vous en direz, mieux vous le direz. Il y a deux commentaires que j'aimerais faire sur cette réponse. La première, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Je ne suis pas habilité à vous dire une seule idée à la fois, ou 3 idées par réunion, 10 idées par réunion. Pas du tout. Tout va dépendre du public, tout va dépendre de la composition des personnes qui se trouvent sur place. Vous pouvez très bien me dire que tous les lundis matins avec vos équipes, vous partagez 12 idées, je vous croirai. Vous travaillez sur le même domaine professionnel, vous vous connaissez, vous avez le même langage, vous avez le même vocabulaire, et tous les lundis, vous êtes ensemble. C'est possible. Dans mon domaine à moi, le domaine généraliste, vous voulez être ambitieux, 2 idées. Efficace, une seule idée, et ça marchera. Vous voyez que dans d'autres contextes, on obtient d'autres réponses. Donc, pas de dogme, ça c'est la première chose. En revanche, une tendance, une ambition. Travailler en soustraction en permanence. Lorsque vous avez défini l'ensemble de vos idées, vous les avez énoncées oralement, puis ensuite vous les avez notées, interrogez-vous. Est-ce que toutes sont bien nécessaires pour ce qu'ils ont à retenir? N'y en aurait-il pas une de trop, peut-être même 2? Travailler par soustraction, travailler comme Saint-Exupéry. Mon texte, disait-il, est prêt non pas lorsque j'ai fini d'ajouter mon dernier mot utile, mais lorsque j'ai fini de retrancher le dernier mot inutile. Dans l'art de la parole, vous ne serez jamais exhaustif, jamais. L'écrit le sera, la parole ne le sera jamais. Première grande préparation, vous dit Cicéron, c'est la préparation des idées. Deuxième grande préparation. Alors quoi? On parle comment? On ne vous l'a jamais appris. On ne vous l'a jamais appris. Vous êtes des autodidactes de la parole, même si vous vous exprimez relativement bien, mais personne ne vous a appris comment composer une structure orale. Pourquoi? Parce qu'entre 1890 et 1900, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et aux États-Unis, pour 2 raisons majeures, on a supprimé les cours de rhétorique qui existaient depuis 2500 ans. À partir de cette date et jusqu'à nos jours, en France, il n'y a plus eu aucun professeur de rhétorique. Personne n'a jamais dit voici comment on structure oralement nos pensées pour les partager à autrui. Donc vous avez fait comme vous pouvez. Alors comment parle-t-on? Je vous demanderai de ne retenir qu'une seule technique de rhétorique. Soyez exigeant avec elle. Promettez-moi de l'appliquer jusqu'à la fin de vos jours. Elle vous fera progresser. La voici. Je suis presque honteux de vous la dire tant elle est simple sur le papier. Exprimez-vous en phrase principale. C'est tout. Qu'est-ce qu'une phrase principale? Une phrase principale, c'est une phrase qui ne comporte qu'une seule information. Je vous prends un exemple. Écoutez bien la structure de mes phrases.
la porte s'est ouverte. Il est entré. Il avait à la main une grosse pomme, il s'est assis, il a déposé la pomme sur la table. La pomme a roulé, elle est tombée dans un coin, elle a pourri, il nous a regardés, il nous a engueulés, il est parti, on ne l'a plus jamais revu. L'exemple est loufoque, soit, mais ce ne sont que des phrases principales. Il existait en France, à un moment donné, un Premier ministre qui s'appelait Michel Rocard. Esprit brillantissime, il ouvrait une phrase, il ouvrait son cerveau, déversait son cerveau dans la phrase, refermait la phrase, vous donnez la phrase, très complexe, vous donnez la clé anglaise qui va avec, et puis ensuite, vous vous débrouillez, lui, passez à la suivante. Si je reprends les phrases principales que je viens de vous donner dans l'exemple il y a quelques secondes, et que je mets tout dans la même phrase, ça donnerait comment? À la Rocard. Voici ce que ça donnerait. Vous êtes prêts? Attention, une seule phrase. Alors qu'il était entré quelques minutes plus tôt et qu'il s'était assis muni d'une grosse pomme qu'ayant déposé la pomme sur la table, celle-ci enroulée étant tombée dans un coin, étant en train de pourrir, virgule, retenez bien tout ce que je viens de vous dire parce que vont surgir le sujet principal et le verbe principal de la phrase, plus les compléments associés, vous allez devoir tout accorder et tout comprendre. Voici la clé anglaise, je passe à la suivante. Quand on parle en phrase complexe, celle ou celui qui fait le boulot, c'est celle ou celui qui écoute. Quand on parle en phrase principale, celle ou celui qui fait le boulot, c'est celui qui parle. Parler en phrase principale n'est pas un système d'expression, c'est un système de structuration de la pensée. Pour être très complet et vous faire comprendre combien ça va être compliqué pour chacun d'entre nous d'arriver à ces phrases principales pour transmettre des idées complexes, j'aimerais prendre un exemple tout simple avec une phrase complexe tirée de tous les jours. Regardez, je la partage avec vous. Je la lis. Quand les températures sont devenues trop élevées, j'ai décidé de retirer la gourde et le sandwich que j'avais mis dans mon sac le matin même. Phrase de tous les jours, elle est extrêmement française et tout le monde la comprend. Oui, est-il possible simplement de la mettre en phrase principale? Et pour la mettre en phrase principale, je me pose la question, si je devais raconter l'histoire qu'il y a dans la phrase, je commencerais comment? Je vous laisse réfléchir. Si je devais raconter l'histoire qui est dans la phrase, je commencerais comment? Regardez, l'histoire, elle commence par le matin même. Ce matin même, j'ai mis une gourde et un sandwich dans mon sac. Point. Et si je veux être complet, il faudrait dire ce qui s'est passé avant. Ce matin, je me suis beurré un sandwich et j'ai rempli ma gourde. Point. Première phrase principale. 2. J'ai tout mis dans mon sac. 3. Les températures ont commencé à grimper. Elles sont devenues trop élevées. J'ai décidé de tout retirer. J'ai tout mis au congélateur. J'ai tout mis au réfrigérateur. Vous commencez à comprendre le nombre de phrases principales que je vais mettre. Mais regardez, plus encore que cela, dans la phrase que vous avez sous les yeux, la phrase complexe, en réalité, elle est complexe pourquoi? Elle est complexe parce qu'elle est structurée selon un mode de causalité. Il y a une cause qui me fait choisir une décision et une décision qui me fait agir. La cause entraîne une conséquence. Il y a tout cela dans la phrase. Dans les phrases principales, je retire tout cela. Fort heureusement, dans le monde physique, biologique dans lequel nous nous trouvons, eh bien, les conséquences viennent après les causes. Voilà pourquoi je peux même mettre l'ensemble du récit sous forme narrative et j'arriverai exactement à la même structure. Mais vous voyez que ça n'a plus la même complexité ou la même complication. D'un côté, je n'ai qu'une seule phrase structurée en causalité, de l'autre, j'en ai plusieurs qui me racontent une histoire et cela devient en apparence très simple, alors que je n'ai rien caché de ce qui se passe dans le récit. Parlez donc en phrase principale. La grande leçon, les deux grandes leçons de Cicéron pour notre 21e siècle sont donc les suivantes. Ayez des pensées claires, exprimez-vous en phrase principale. Voilà comment on s'exprime sur un écran. À cette seule condition, vous voyez que
tout se passera bien. Oh, j'ajouterais peut-être une chose qui rejoint le chapitre du son. Il y a des licences dans la façon dont on s'exprime, des licences que nous nous accordons lorsque nous nous exprimons en public. On laisse traîner sa voix. Bon, ben, écoutez, on laisse traîner des E. Attention, ces licences-là, quand vous êtes en numérique, sont insupportables. Sachez-le. On ne peut plus les supporter. On n'y fait plus attention. Elles sont désagréables lorsque nous sommes en présentiel. Elles sont insupportables lorsque nous sommes en virtuel. Sachez-le. Ici, il va falloir vraiment faire attention à la façon dont vous formulez chacune de vos phrases. Et vous voyez que du coup, les exigences sont importantes, exigences dans l'exécution même du moment où vous allez délivrer vos idées. Qu'avons-nous dit jusqu'à présent? Nous avons dit ceci. Un écran cache énormément et montre très peu. Nous avons 4 leviers pour récupérer ce qui nous cache, redonner de l'humanité à ce moment que nous partageons sur un écran. D'abord à travers l'image, car c'est la seule chose sur laquelle l'autre va pouvoir concentrer son attention. Donc je vais en soigner l'éclairage, je vais en soigner le cadrage, je vais regarder ma caméra et je vais soigner également les écrans virtuels si je m'en sers. La deuxième chose sur le son, dans tous les cas de figure, je sais qu'ils fatiguent, donc je vais l'économiser. Faire disparaître les sons inutiles, les sons parasites, et je vais soigner les sons utiles en ajoutant des silences, délibérément en marquant des temps plus lents, un débit plus lent, au moment où je suis sur des idées principales, et également en chronométrant les interventions. Troisième point, la façon dont on s'exprime, elle est terriblement exigeante. Elle semble simple, mais elle est terriblement exigeante. 1. Travaillez avec des idées claires. Tant que l'idée n'est pas claire, vous ne serez jamais bon. Prenez du temps pour cela. Et si même il y avait beaucoup de temps à consacrer, consacrez-le d'abord aux idées et pas aux mots. Les mots viendront, vous savez faire ça. Même si ce ne sont pas des phrases principales partout, c'est pas très grave. Mais au moins que les idées soient claires. C'est fondamental. Dernier point, le tempo. Le tempo, je peux vous assurer que ça, c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Le tempo, de quoi s'agit-il? Vous l'avez expérimenté dès vos premières réunions en ligne. Vous avez vu que le tempo, c'est ceci. Quelqu'un qui, comme moi, parle depuis maintenant 47 minutes, c'est bien ça, c'est terriblement long pour celles et ceux qui écoutent. Quelle que soit la qualité de celui qui parle, de celle qui parle, c'est long. Alors on fait comment pour enlever la fatigue? Eh bien, c'est ici où il faut tout changer. Ici, dans le cas de figure qui nous occupe, je n'ai pas pu le faire. On m'a demandé de le faire et je le fais bien volontiers. Mais s'il fallait reconsidérer la chose, franchement, je vous assure, on le réécrirait autrement. Comment? Comment organiser vos réunions? Comment organiser vos webinaires lorsque vous voulez que l'attention soit soutenue auprès de celles et ceux qui vous suivent? Voici ce que je vous conseille vivement de faire. Je vais partager avec vous un document. Ce document en question, j'espère que vous allez bien le voir, il m'a l'air gigantesque et vu comme cela, je crois que vous allez bien le voir, je le partage avec vous et nous travaillons dessus. Voilà. Prenez les colonnes de ce document qu'on appelle un conducteur, prenez les colonnes à partir de la gauche. Sur la gauche, vous avez une colonne hauteur. Quand vous préparez votre réunion, dans cette colonne de gauche, vous allez simplement dire qui parle, l'un après l'autre. Bien. Jusque-là, rien de compliqué, vous le faites déjà dans vos réunions présentielles. Deuxième colonne, le contenu. Pas besoin de tout détailler, c'est-à-dire si la personne parle, elle parle pour dire quoi. Ça, c'est le deuxième point. Et vous voyez que ici, déjà, dans le contenu, nous sommes sur les idées de Cicéron. Est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons partager? Troisième colonne. Troisième colonne, ça c'est inhabituel dans toutes vos préparations physiques. C'est la source. C'est important. Pourquoi? Dans le cas qui nous occupe ici, le document que vous avez sous les yeux, nous voyons bien que c'est Nathalie qui va ouvrir la réunion et elle va parler depuis son micro, c'est-à-dire elle parlera depuis le micro intégré à son ordinateur. La chose est
clair. En revanche, on voit aussi que dans la suite de la réunion, Sébastien va prendre la parole et que la vidéo qui est annoncée, c'est une vidéo qui va être émise au départ de l'ordinateur de Sébastien. Et c'est Sébastien qui va lancer la vidéo. La source est donc capitale, il faut la définir. Si vous n'avez pas défini de quel ordinateur part la vidéo, il y aura du cafouillage au moment de l'exécution. Qui lance la vidéo? C'est qui? C'est Nathalie, c'est Sébastien, c'est André, c'est Marcel, c'est qui? La source de tous les documents, de tout ce que vous allez mettre sur antenne, de tout ce que vous allez mettre dans votre webinaire ou dans votre réunion, doit être précisée. Mais surtout, ce qui est fondamental, c'est le temps. Et ça, généralement, on n'y fait pas attention. Dans le présentiel, on n'y fait pas trop attention. Il n'y a que dans les congrès, dans une université des entrepreneurs normands, je peux vous assurer que les équipes de Nicolas Lizard veillent à bien distribuer le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, bien distribuer le temps lorsqu'on travaille en virtuel? Eh bien, ici, je dirais ceci. C'est toujours l'autre qui compte. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, ce n'est pas le conférencier, du tout, du tout, du tout, jamais. C'est toujours l'autre et son attention. Donc, faites en sorte qu'il y ait une alternance entre les moments descendants et les moments collaboratifs, les moments où les autres sont impliqués, où ils passent d'auditeur à acteur. Et il faut évidemment que tout cela ait du sens. Autrement dit, quand vous avez un conférencier qui va vous dire, ou bien quelqu'un qui va vous dire, écoute, moi je vais parler pendant 50 minutes. Non, c'est fini ça. On ne fait pas ça en virtuel. Ici, je le fais encore une fois, juste parce que les équipes de Nicolas me l'ont demandé, et vraisemblablement parce que c'est la première fois, bien sûr. Donc il fallait bien que quelqu'un s'y lance. Mais ce n'est, franchement, je vous le déconseille. Il vaut mieux dans ce cas-là dire à la personne, écoute, tu as combien de parties dans ta structure? 3, 4, ici j'en ai 4, vous l'avez bien vu, ou 5, avec ce que l'on pourrait appeler l'introduction, le positionnement des sujets. 5 parties? Eh bien écoute, on va couper 105. On va couper 105. Au bout de la première partie, on va mettre un moment d'interactivité. C'est-à-dire, on pourrait très bien interroger les personnes au bout de la première partie, l'introduction, en disant, écoutez, je vais vous poser une question. Pourriez-vous indiquer sur le chat quels sont les inconvénients majeurs que vous voyez dans les réunions virtuelles que vous organisez? Je vous en prie, allez-y. Et vous voici d'un coup acteur du sujet. Je vous ai dit que l'écran cachait beaucoup et vous allez m'en donner des exemples. Vous allez me donner des exemples vécus de tout ce que vous avez déjà appris et que vous n'avez pas encore compensé. Vous voyez que rendre l'autre acteur du sujet, acteur de l'idée, est très facile. Et il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures là-dessus. Je pourrais aussi, au bout de la deuxième partie, c'est-à-dire la partie relative à l'image, faire un sondage, par exemple, ou bien organiser un nuage de mots, ou bien ici avoir un témoignage, ou bien ouvrir la parole. Si nous sommes en réunion, la parole est ouverte, ouvrez vos micros, avez-vous des questions? Ou bien, et vous voyez, souvent, on ne pose pas des questions en réunion. Dans ce cas-là, c'est vous qui posez une question générale et vous attendez les réponses. Mais vous voyez, il faut que dans la préparation de la réunion, vous ayez en tête de pouvoir conserver la même idée et de rendre l'autre acteur de cette idée. Il prolonge l'idée avec vous à travers son expérience personnelle, à travers son opinion, à travers des objections. Et c'est ainsi qu'il va enrichir l'idée. À partir de quoi le conférencier, la personne qui anime, va pouvoir rebondir de façon à ce que va pouvoir rebondir, il va pouvoir ainsi préciser ce qui n'a pas encore été dit, par exemple. Mais vous voyez que ces moments-là sont terriblement importants. Le tempo, c'est-à-dire la partition entre le moment descendant et le moment collaboratif. Alors ici, je vous assure que vous n'avez jamais tout exploré. Vous avez très peu d'imagination ou très peu encore de créativité là-dessus. D'abord parce que c'est pas votre métier, ensuite parce que vous n'en avez pas pris le temps, et puis parce qu'on ne vous l'avait peut-être jamais dit. On vous avait dit, si, fais collaborer, on vous a dit, mais tu as Klaxoon, tu as plein de trucs avec quoi tu peux. Oui, mais enfin, ça ce sont des outils.
on n'amuse pas les gens pour les amuser. On poursuit des idées professionnelles. La question devient comment cette idée-là, pour qu'elle soit partagée, pour qu'elle soit mise en route par autrui, je vais les inviter à s'en accaparer et à pouvoir ensuite en discourir. C'est ça l'essentiel. Et vous voyez que ça, dans un temps de préparation virtuelle, eh bien, ça prend beaucoup de réflexion, beaucoup de temps. Ça ne se fait pas comme ça, même pour les personnes expérimentées. Il faut du sens à ce que l'on fait. Il ne s'agit pas seulement de dire je vous donne la parole, pas du tout. Il s'agit de solliciter la participation, que ce soit sur un plan émotionnel, sur un plan intuitif, sur un plan expérimental, sur un plan cérébral, intellectuel, rationnel, peu importe. Mais vous voyez que ici, c'est vraiment, on est au-delà des outils. Un outil ne reste qu'un outil. Nous sommes pratiquement au terme de ce que je voulais vous dire. Travaillons l'image, travaillons le son, travaillons le verbe, et dans le verbe, nous aurons 2 temps de préparation, l'idée d'un côté et l'expression en phrase principale de l'autre. Dernier point, le tempo. Réfléchir. Comment puis-je intégrer l'autre dans la réunion que je prépare? Comment puis-je le rendre acteur de l'idée que je viens de partager? Comment puis-je solliciter sa créativité? Ça, ce sont de bonnes questions. Et vous voyez que ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez un outil Klaxoon sur lequel vous avez des post-it virtuels que ça va marcher. Je suis vraiment désolé avec toute l'amitié que j'ai pour Klaxoon et pour ses utilisateurs. Non, il faut qu'il y ait un sens parce que vous êtes des professionnels et que la construction d'une réunion se fait sur un objectif précis. J'attire votre attention là-dessus. Vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour moi peut-être l'un des plus beaux outils. Posez une question à l'ensemble des personnes qui se trouvent présentes à cette réunion et demandez-leur de témoigner en direct et par écrit sur le chat. Et d'un coup, vous avez toutes les remarques qui viennent, ou tous les témoignages qui viennent en quelques mots, en quelques phrases, au total s'afficher sur le chat. Vous n'avez plus qu'à en saisir toutes d'abord, et puis une ou deux de façon à pouvoir rebondir sur votre idée principale. Vous voyez que c'est assez simple de rendre les autres acteurs sans aller recourir à des choses qui sont compliquées dans l'usage et qui peuvent ralentir la fluidité de la réunion. Car c'est ça aussi. Quand on commence à patauger sur la technique parce qu'on n'y est pas habitué, il n'y a rien de plus désobligeant pour celles et ceux qui vous attendent. Et ça, vous le savez bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors vous allez dire, pas mal, enfin pas mal, en tous les cas c'est pratique, on voit à peu près ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Sachez que le plus difficile sera de parler en phrase principale. Là-dessus, ne vous découragez jamais. Remettez encore et encore le couvert. Parfois, vous alignerez quelques phrases principales les unes derrière les autres et vous direz « Waouh, c'était un beau moment ». Mais surtout, regardez l'effet que cela va faire sur celles et ceux à qui vous vous adressez. La phrase principale a 2 vertus. La première, c'est qu'elle abaisse le niveau d'incompréhension au maximum. Il n'y a pas meilleur outil pour éviter les malentendus ou les incompréhensions. Le deuxième avantage de la phrase principale, c'est qu'elle est esthétique. Elle est belle, cette phrase principale. Elle est magnifique au total. Elle est presque, je dirais, très française. Pourquoi? Mais française au sens du XVIIe siècle, le grand siècle. Pourquoi? Oh, tout simplement parce qu'il n'y a pas un mot de trop. Dans une phrase principale, quand un mot suffit, il n'y en a pas deux. Et c'est cette épure-là qui fait qu'on va la trouver belle, esthétique, agréable au total. Ne vous découragez jamais. Parfois, vous réussirez. Parfois, vous serez exceptionnellement bon et vous le sentirez et les autres vous le feront sentir. Parfois, vous direz « Non, on n'a pas été excellent ». Ne vous découragez pas dans ces moments-là. Il va falloir repartir encore et encore et encore et remettre du charbon dans la machine. C'est un comédien français, Jean-Claude Brialy, qui le mieux a résumé cet aspect-là, l'aspect victoire et défaite, si je puis dire. Quand on est vainqueur, disait-il, on donne son cœur. Quand on est vaincu, chacun pour soi. Voilà.